Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide pour vous parler de quelque chose qui commence à émerger sur internet. La plupart des médias mainstream, etc. pour l'instant n'ont pas abordé le sujet à ma connaissance et n'ont pas envoyé de journalistes d'investigation sur la chose et vous allez comprendre pourquoi. Je veux parler de ce qui est en train d'émerger sur internet de façon assez sporadique et de façon très discrète, mais dont un certain nombre d'acteurs sur internet, certains youtubeurs d'information, etc. commencent à parler. Je veux parler de l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire Wayfair. Alors Wayfair, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un site internet d'achat en ligne qui propose un certain nombre de produits d'intérieur. Alors c'est du mobilier, des ustensiles, etc. La seule différence, c'est que c'est un peu comme une sorte d'IKEA, si vous voulez, mais la seule différence, c'est que Wayfair fait des offres de produits de qualité, de marque, donc c'est pas forcément un site offrant des prix relativement abordables, pardon. Sauf qu'il y a une semaine maintenant, un petit peu plus d'une semaine, et bien sur internet il y a des personnes qui se sont rendues compte de quelque chose d'assez étrange sur ce site. En effet, il s'est trouvé qu'une personne a rendu compte sur une recherche d'un sofa par exemple, qu'on lui avait donné un code. Alors, vous savez, quand vous faites de la recherche, vous faites recherche par des mots, hein, c'est-à-dire sofa, sofa en aile blanc, etc. Or là, la personne avait découvert un code qui existait pour un produit spécifique. Donc elle a rentré ce code et en effet elle tombe sur un sofa en aile blanc. Sur cette page il y a 3 photos. Sauf que le problème c'est que ce sofa n'est pas forcément très bon marché. Et on veut même dire que ce sofa, eh bien, s'achète au prix de 13 000 ou de 14 399 $. Ça fait quand même bien cher le sofa. Alors, en effet, on peut considérer peut-être que ce sofa est un sofa rare, est un sofa collector, est un sofa dessiné par un architecte ou un designer très célèbre. Par exemple, si vous cherchez un sofa dessiné par l'architecte Stark, par exemple, il n'est pas architecte, il est designer. En effet, c'est des mobiliers qui se vendent très très cher, hein, et bien au-delà d'ailleurs de 20 000 $. Mais là, ce sofa n'a absolument rien d'exceptionnel. C'est un sofa tout à fait ordinaire, sans marque particulière, etc. Et ce qui a attiré la curiosité de cette personne, c'est que ce sofa, il y a un exemplaire. Un seul. Alors on se dit, un seul exemplaire à 14 399 $. Bizarre. Bizarre. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle a mis ce produit dans son panier. Et là, elle a eu cette surprise, c'est de se rendre compte que le produit en question possède un nom. Hein, vous savez, maintenant on donne des noms à des produits parce que c'est plus facilement identifiable, ou c'est une façon de déterminer une collection par exemple. Et que au moment de pouvoir enregistrer son nom et son prénom pour pouvoir s'inscrire à acheter le produit, là il se passe quelque chose d'assez étrange. En effet, il apparaît non seulement le nom du produit et un prénom et un nom. Curieuse, cette personne, alors je vais vous dire, cette personne, elle a fait cette recherche de façon très en connaissance de cause, hein. Elle a pris donc le nom et le prénom, elle a été chercher sur internet à quoi il correspondait. Et il se trouve qu'en réalité, ce nom et ce prénom correspondent à une gamine disparue. Dans ses recherches, cette personne, à un moment donné, est allée sur un site moteur de recherche, comme celui-ci, et elle a mis ce code dans ce moteur de recherche. Et là, à sa stupéfaction, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'en mode image, elle s'est retrouvée avec des images de gamines, d'enfants. Là, on est clairement en face de quelque chose qui correspondrait à de l'activité pédophile, c'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on est en train de suspecter Wayfair de cacher, alors intentionnellement ou de façon consciente, dans ses produits, une façon
de vendre des gamines. C'est-à-dire que là, on est dans un commerce, alors non seulement un commerce humain, mais en plus un commerce pédophile. Alors, certains diront que peut-être cette information est peut-être exagérée, que peut-être dans quelques semaines on nous dira que c'est de la fake news, etc. Mais il y a quand même deux éléments assez étranges. Le premier élément, c'est que il se trouve que le patron, ce monsieur, qui est le fondateur, créateur et directeur général de Wayfair, se trouve avoir quelques relations, et parmi ces relations, une certaine Ghislaine Maxwell. Et oui, et là, deuxième élément non négligeable, Ghislaine Maxwell, c'est cette femme qui a été arrêtée il y a de cela quelques jours, voire peut-être un petit peu plus d'une semaine, et qui était recherchée parce qu'elle a été, alors on considère qu'elle a été une amie, une confidente, voire peut-être une maîtresse de Epstein. Epstein, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qui est Epstein? C'est ce milliardaire très influent qui est tombé pour des affaires de pédophilie, de trafic sexuel, etc. Et qui malheureusement s'est suicidé dans sa prison. Suicidé entre guillemets. Pourquoi? Tout simplement parce que, étant donné les relations et son fameux carnet d'adresses, il est évident que ce monsieur était fort compromettant pour un certain nombre de gens. Alors certains diront que oui, mais ça ne veut rien dire, alors on a montré des photos, etc. Et il est vrai que des fois, dans des soirées, surtout dans ces milieux très aisés, dans cette jet set, souvent on se fait prendre en photo avec des gens et c'est pas pour autant qu'on partage ses déviances ou ses vices. Il n'empêche qu'un certain nombre de célébrités ont quand même été, leurs noms ont figuré sur des listes de transport d'avion pour la fameuse île paradisiaque, ce qu'on appelle l'île sexuelle finalement d'Epstein. Je vous ferai référence à une vidéo que j'avais déjà faite lors de l'affaire sur le sujet, je ne vais pas revenir dessus, mais il se trouve qu'en effet, donc Ghislaine Maxwell a été arrêtée. Aujourd'hui, elle est dans une prison à Brooklyn. Étrangement, c'est la même prison dans laquelle Epstein avait été mis à l'abri, mis à l'ombre. Et évidemment, vu la personne, vu l'affaire, cette dame apparemment est déplacée de cellule en cellule régulièrement, évidemment parce qu'on a peur qu'elle finisse exactement comme son ami Epstein, c'est-à-dire qu'on a peur qu'elle se suicide elle aussi. Donc aujourd'hui, elle devait comparaître devant un juge. Alors pour l'instant, on n'a pas d'écho, on n'a pas d'éléments d'information à savoir est-ce qu'elle a balancé des noms, est-ce qu'elle a dit des choses, etc. Le fait est, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, Ghislaine Maxwell relance un peu le danger qu'il y a de certaines implications de certaines personnalités, des personnalités qui sont liées à l'état profond. L'état profond, plus particulièrement américain. Et de ce fait, évidemment, si cette affaire Epstein reprend du poil de la bête à cause de Ghislaine Maxwell, donc vous comprenez qu'il y a quand même quelque chose d'assez étrange, que l'affaire Wayfair apparaisse, ou survienne au moment où on arrête Ghislaine Maxwell. Je rappelle que nous sommes actuellement en plein conflit, en guerre ouverte d'influence aux États-Unis, pour tenter de dégager Donald Trump par tous les moyens possibles et inimaginables. Hein? Les Black Lives Matter aujourd'hui en est un exemple très flagrant. Hein? Donc l'état profond aujourd'hui aux États-Unis, qui est énormément en difficulté, hein, parce que le président qui est en place aujourd'hui aux États-Unis n'est pas le bon président pour essayer d'arrondir les angles, pour essayer de suivre un plan bien défini. Hein, Donald Trump est peut-être ce qu'il est, mais il n'empêche que c'est quand même un poil à gratter dans l'establishment américain, avec des tas de ramifications, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, évidemment, on a une remontée du Covid de façon spectaculaire, etc. Le seul problème, c'est que même si on a en effet des personnes qui continuent à mourir du Covid, on est quand même dans des normes qui correspondent à des épidémies saisonnières,
Mais quand il s'agit de vérifier, de contrôler les chiffres qui sont donnés, eh ben on a soit des organismes officiels, mais on n'a rien d'autre. C'est-à-dire que les organismes officiels, personne ne peut aujourd'hui vérifier si ces chiffres sont vrais ou non. Alors évidemment, il y en a qui vont peut-être faire le tour des hôpitaux, etc., mais ça va faire un peu comme ce qui s'est passé en mars et février. Et vous avez des gens qui ont filmé des vidéos pour dire, regardez, les urgences, là, il n'y a personne, dans l'hôpital, il n'y a personne, etc. Et oui, parce que les personnes atteintes de Covid sont en fait concentrées, centralisées sur des hôpitaux agrémentés pour gérer la crise Covid. Donc si vous avez 5 hôpitaux dans votre ville, il n'y a que 2 hôpitaux sur lesquels tout le monde est envoyé pour gérer le Covid, les 3 autres ne sont pas agréés. Alors vous allez me dire, oui, mais pour c'est con, parce que ça veut dire qu'on concentre tous les malades sur les mêmes hôpitaux. Mais oui, mais parce que malheureusement, logistiquement, vous ne pouvez pas répartir tout le monde n'importe où. Vous êtes obligé de concentrer, vous êtes obligé de rassembler l'ensemble des gens, surtout quand il s'agit de pandémie. Dans une pandémie, en général, vous allez regrouper tous les gens contaminés au même endroit. Vous n'allez pas les dispatcher à droite à gauche, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est pas du tout gérable. Donc, on a ce phénomène aujourd'hui, et cette question, qui alors peut-être peut être considérée comme saugrenue, mais elle est légitime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de preuve que les chiffres qui sont donnés sont réels. Il y a bien des gens contaminés, il y a bien des gens qui continuent à mourir. La preuve, c'est que une des collègues, son fils est décédé, on n'a pas su exactement de quoi, mais on a finalement su que c'était à cause de Covid-19. Le problème, c'est que je ne sais pas si ce jeune homme qui avait 29 ans avait déjà des problèmes de santé ou avait certaines fragilités au niveau pathologique, etc. Ou si au contraire, c'était quelqu'un en bonne santé, etc. Enfin, j'ai pas d'informations complémentaires concernant ce jeune homme, mais voilà, on a quand même aujourd'hui des gens qui nous relatent, en effet, des personnes qui décèdent aujourd'hui du Covid-19. Alors, je rappelle, Covid-19, il ne meurt pas du Covid-19, mais il meurt de complications, de difficultés ou d'aggravation de certains symptômes dus et causés par le Covid-19. C'est par exemple les personnes qui peuvent être asthmatiques, diabétiques, qui ont déjà eu des problèmes cardiaques, surtout des problèmes respiratoires, et surtout les fumeurs. Les gros fumeurs sont des gens potentiellement à haut risque. S'ils sont atteints du Covid et qu'ils tombent malades, ils peuvent très rapidement avoir leur état de santé se dégrader. Et puis vous savez, aux États-Unis, petit indice quand même important, c'est que vu le coût des soins aux États-Unis, vous avez beaucoup de gens qui tombent malades et qui ne vont pas voir un médecin, qui ne vont pas aux urgences, etc. Donc vous avez beaucoup d'Américains qui peut-être sont atteints du Covid, peut-être n'avaient pas de prédisposition pour tomber malade et malheureusement tombent malades, mais attendent le dernier moment pour aller dans un hôpital et finalement peut-être, vu qu'on n'a pas de traitement efficace, malheureusement ils meurent de complications de la maladie, alors que s'ils avaient été, dès les premiers symptômes, été traités suffisamment tôt, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui avec cette montée de l'épidémie en ce moment aux États-Unis. Donc ça c'est pareil, c'est un élément d'information qui est très important, c'est de bien considérer que vu le coût des soins aux États-Unis, vous avez beaucoup d'Américains qui ne vont pas se soigner ou qui ne vont pas aller voir un médecin en temps et en heure, et leur état de santé s'aggrave, et malheureusement s'aggrave au-delà de ce que l'on peut faire pour les soigner. Donc c'est pour ça que vous avez aujourd'hui un taux de contamination qui se déclare de plus en plus haut, et que vous avez pour l'instant des décès qui restent relativement stables, mais qui peuvent encore peut-être progresser, parce que ça c'est aussi important. Donc c'est une petite parenthèse concernant le Covid, pour revenir finalement aujourd'hui au fait que il y a une telle déliquescence aujourd'hui dans les milieux politiques qu'on n'est plus dans de la stratégie politique et idéologique pure. C'est-à-dire que là aujourd'hui on est dans une situation où tous les coups sont permis. Et aujourd'hui, au vu des attaques je dirais permanentes, incessantes contre Donald Trump, eh bien Donald Trump peut-être n'a pas d'autre choix que de sortir les dossiers, c'est-à-dire de faire en sorte avec ses alliés eh bien, de rebalancer toute la merde concernant les réseaux, les sphères pédosataniques, comme certains le disent, et pour peut-être impliquer encore plus de personnalités politiques et peut-être montrer à l'Amérique
plus particulièrement l'Amérique conservatrice, relativement puritaine, que finalement, peut-être que Joe Biden est le représentant d'un parti politique qui est rempli de pédophiles. Voilà, c'est un peu l'idée, si vous voulez. Donc, voilà, je pense que c'est très passionnant. Je vous l'ai dit, hein, de toute façon, dans les semaines à venir et dans les mois à venir, ça va devenir explosif. C'est tout le monde va se balancer de la merde, mais quand je dis de la merde, c'est comme jamais on en a vu, à la figure, dans une guerre fratricide pour dégager Donald Trump. Et quand je dis dégager Donald Trump, c'est pas uniquement aux États-Unis, c'est tout le corporatisme, je dirais, international, mondialiste, qui aujourd'hui est à la manœuvre pour dégager Donald Trump. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans ma précédente vidéo, j'ai parlé de rumeurs, de bruits de couloir qui sembleraient confirmer que Donald Trump peut-être se dit que là il est de plus en plus isolé, qu'il est de moins en moins soutenu par une certaine frange du parti républicain, et que renouveler son mandat de 4 ans, c'est peut-être aller au suicide finalement. Parce que si jamais il est réélu, hein, comme je l'ai dit, s'il est réélu, je pense que certains iront jusqu'à essayer de l'assassiner. Vous savez, c'est une tradition aux États-Unis, hein, quand un président devient trop dangereux, devient trop gênant et qu'on n'arrive pas à le dégager autrement que par des procédés classiques de discrimination, pas de discrimination mais d'incrimination par rapport à des valeurs morales, éthiques, patriotiques, etc. Ce que ils ont fait pendant 4 ans. Hein. Pendant 4 ans, ils ont essayé maintes et maintes fois de prouver que Donald Trump était un traître à la nation parce qu'il avait des collusions, qu'il avait eu des aides, qu'il avait eu des soutiens de la part de la Russie, etc. Sauf que le problème, pendant 4 ans, personne n'a prouvé de façon claire, nette et précise que Donald Trump avait eu un soutien de la Russie. Et surtout, et là j'insiste bien sur ce sujet-là, c'est qu'il est arrivé un moment dans l'enquête, sur les premières années du mandat de Donald Trump, que les enquêtes ont commencé à aller dans des zones interdites, on va dire, que le Pentagone a dit non, hors de question que vous alliez dans cette zone-là. Parce que si vous allez dans cette zone-là, vous risquez de mettre la lumière pour essayer de justifier la destitution de Donald Trump, peut-être à raison, hein, sans problème, sauf que vous risquez de mettre aussi les projecteurs sur ce qu'on fait, nous, vis-à-vis des autres. Hein. Parce que l'argument de dire que l'Amérique, pays de la démocratie, des libertés, alors nous on a le droit de faire tout ce qu'on veut, mais pas les autres, non. Démocratiquement, éthiquement, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire assimiler ça à un peuple en tout entier en disant nous on a le droit d'influencer les autres, on a le droit de contrôler les autres, on a le droit de faire de la colonisation idéologique et politique sur les autres, mais les autres n'ont pas le droit de faire ça sur nous. Donc vous voyez, donc le Pentagone à d'un moment à chasse gardée, hein, logique. Et donc évidemment les démocrates se sont retrouvés un petit peu en slip et n'ont pu que travailler que sur du témoignage de telle ou telle personne qui a travaillé dans l'administration, qui a été démissionné, qui a été viré, ou sur des gens qui ont travaillé au FBI, on a demandé au FBI de faire des enquêtes, etc. Sauf que tout le monde en a été au final de sa propre conviction. C'est-à-dire que tous les témoignages à charge de Donald Trump, c'est des témoignages de conviction, c'est-à-dire relation avec telle ou telle personne de l'oligarchie russe, etc. Mais sauf que le problème, c'est que devant un tribunal, n'importe quel avocat va démolir de façon très facile les arguments en disant oui, mais attendez, que vous ayez un coup de téléphone, que vous ayez même des activités commerciales avec des oligarques russes, ça reste de l'activité économique. Ça ne justifie en rien des processus d'influence politique. Voilà, prouvez-le. Prouvez-le qu'il y a eu un accord tacite ou un accord passé pour faciliter certains aspects de communication, etc. Alors, attention, je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais on est dans des jeux d'influence que tout le monde pratique. La France pratique ça avec les pays africains, la Russie pratique ça avec certains pays d'Asie du central, je veux dire, comme les États-Unis avec les pays d'Amérique latine. Tout le monde le fait. Sauf que les États-Unis étaient partis sur le principe que c'était pas bien, etc. Donald Trump, vous rendez-vous compte, c'est un traître à la nation et tout. Sauf qu'il y a beaucoup d'Américains qui, à un moment, attendez, vous êtes en train d'accuser Trump de faire ou d'avoir été complice de choses que vous-même vous faites aussi dans d'autres pays. Donc, hein, la preuve dernièrement au Brésil, hein, je veux dire.
Rousseff, qui était président du Brésil, s'ils ont balancé l'affaire de détournement de fonds, je crois, ou de fraude, pour mettre leur pion à la place, qui est Téméraire, je crois, ou Temer, président Temer au Brésil, qui finalement n'a pas fait le taf comme il devait, parce que c'était trop flagrant qu'il était à la solde de la CIA. Donc vous voyez, et même avec le Venezuela, je veux dire, le Venezuela aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent Maduro, c'est un dictateur, etc. Non, Maduro hérite d'un pays qui était maintenu par un monsieur qui s'appelait Hugo Chavez. Hugo Chavez, malheureusement, a disparu à cause d'un cancer ou d'une rémission, parce qu'il avait eu le cancer, il a eu une rémission, mais malheureusement son cancer est revenu, donc il est décédé. Là encore, on peut en effet, il est idées complotistes, etc. Donc c'est Maduro qui a repris le flambeau, pardon. Sauf que Maduro n'est pas quelqu'un de très habile, n'est pas quelqu'un de très, on va dire, compétent pour la chose, et sachant que son pays, évidemment, subit des à-coups et des à-coups de la part des Américains sur beaucoup de choses. Les manifestations, par exemple, la façon dont les manifestations qui se sont passées au Venezuela ont été présentées par les médias comme étant des contestations populaires, alors qu'en réalité, la contestation qu'il y a eu dans les rues par des grandes villes vénézuéliennes, en réalité, c'est la frange de la population aisée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui agissaient pour le compte des aisés, ceux les pro-mondialistes, les pro-ultralibéraux économiques, qui voulaient un retour du Venezuela en tant que pays capitaliste, ultralibéral. C'est pas les gens du peuple, finalement, même si certains du peuple ont réussi à se faire manipuler pour aller dans la rue, etc., et faire provoquer des émeutes, etc. Mais bon, voilà, ça fait partie des jeux de stratégie et d'influence quand on a décidé de foutre le bordel dans un pays pour changer tout simplement l'autorité du pays et mettre en place un guignol qui sera la solde de l'activité des copains, de la finance, du capitalisme ultralibéral, mondialiste, etc. Je veux dire, voilà, on est dans ce schéma-là. Donc, le fait est, c'est que aujourd'hui, Donald Trump est l'ennemi à abattre. Il est l'ennemi à abattre tout simplement parce que même s'il a essayé au début de faire du rentre-dedans, certains organismes l'ont remis un petit peu dans le rang. Par exemple, il faut savoir que l'administration Trump a été très rapidement reprise en main par le Pentagone, de telle manière à ce que Trump ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Heureusement, parce que bon, vu l'individu, on serait quand même on serait inquiet sur l'avenir du pays. Donc tout ça pour dire que rien n'arrive par hasard finalement. Et cette affaire UFR, eh bien, elle arrive à point nommé au moment où, comme par hasard, Ghislaine Maxwell a été arrêtée et est aujourd'hui en attente d'être interrogée dans le cadre de l'enquête qui se prolonge concernant l'affaire Epstein et concernant les ramifications et les implications et les complicités qui, on comprend bien, sont énormes, c'est-à-dire que touchent énormément de gens très influents dans les milieux à la fois du business, à la fois financier, à la fois artistique et à la fois politique des États-Unis. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant et qu'il va falloir suivre attentivement parce que voilà, on est quand même dans une période qui est encore plus compliquée avec le Covid, avec la situation économique qui va s'aggraver. Je vous donne comme ça l'information, il faut savoir qu'il y a déjà 28 millions d'Américains qui vont se retrouver à la rue, c'est-à-dire 28 millions d'Américains qui, parce qu'ils ont des métiers qu'ils ne peuvent pas pratiquer, parce que les secteurs dans lesquels ils travaillent sont aujourd'hui fermés, et donc par conséquent, à moins de trouver un autre boulot autrement, etc., mais pas forcément rémunérateur, parce que je rappelle quand même qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont avec des seuils d'endettement assez élevés, aujourd'hui ce sont des gens qui n'ont plus les moyens de payer leur loyer, par exemple, ou même payer les traites du crédit de leur maison, et qui vont tout perdre, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver à la rue. 28 millions, c'est pas... Imaginez que 28 millions, c'est presque un tiers oui, un tiers de la population française. Alors quand vous avez déjà 58 millions, je crois, d'Américains au chômage,
il y a un moment donné où la planche à billets ne va pas suffire. C'est qu'il y a un moment donné où certains secteurs économiques vont s'effondrer. Hein. Là, on a déjà, je crois que j'ai lu un chiffre qui est 25%, déjà 25% des restaurants à l'échelle nationale hein, aux États-Unis qui sont déjà fermés, définitivement, qui ont fait faillite. Donc, alors je ne parle même pas des acteurs qui n'ont même pas encore été rouverts. Je pense au cinéma, par exemple. Moi, je suis principalement concerné. Les cinémas qui étaient prévus d'ouvrir le 10 juillet, finalement réouvrent le 31 juillet. Mais vu là comment ça reprend, il y a des fortes chances qu'on ne réouvrira pas les cinémas le 31 juillet. Peut-être qu'ils essaieront de les rouvrir peut-être au 15 août. Ou fin août, parce que le film le plus attendu, qui est actuellement Tenet de Christophe Nolan, est peut-être le film qui va permettre de relancer un petit peu la fréquentation. Or, actuellement en France, moi j'ai des échos qui tentent à démontrer que les cinémas français aujourd'hui ne s'en sortent pas. C'est-à-dire qu'avec les restrictions qu'il y a au niveau sanitaire, qui ne leur permet pas de vendre des produits associés, que ce soit les pop-corn, les confiseries, les boissons, etc. Alors surtout en France, la politique a été souvent la politique d'automatisation et de self-service. Alors déjà, le self-service, vous oubliez, il est fermé. Et puis les automations, évidemment, les distributeurs, c'est-à-dire que dès qu'une personne se sert d'un distributeur, il faut passer derrière pour nettoyer. Voilà, c'est-à-dire que la stratégie d'automatisation et de dématérialisation aujourd'hui, eh bien, les cinémas sont en train de le payer parce que ils ne peuvent pas faire le chiffre qu'ils devraient faire normalement en activité normale, puisque les contraintes et les astreintes sanitaires aujourd'hui ne leur permettent pas de s'en sortir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça fait depuis maintenant un mois que les cinémas français sont réouverts, où ils ne font pas leur chiffre. Ils ne font clairement pas leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de films, très peu. Et puis on sent bien que la fréquentation est... Alors évidemment il y a des pics, il y a des petits pics de fréquentation qui ont été constatés à la réouverture des cinémas, et surtout Paris, c'est toujours Paris qu'on prend en référence. Mais bon, la fréquentation se tasse considérablement, quoi. Donc là-dessus, les conséquences économiques ici aux États-Unis, ça va être pareil. Hein. Aujourd'hui, vous avez déjà des groupes qui commencent à vouloir taper à la porte de l'administration américaine fédérale pour dire donnez-nous du chèque parce que sinon on va plonger, on va pas s'en sortir. Et je terminerai là-dessus en disant, pour revenir sur le Covid, qu'il y a un petit peu moins d'une semaine, le fameux parc Disney World en Floride a réouvert ses portes. Alors, en effet, avec des règles sanitaires draconiennes, qui a demandé au parc d'investir, c'est-à-dire d'embaucher plus de personnel, etc. Sauf que les Américains, même s'il y a du monde, les Américains n'ont pas beaucoup d'argent. Donc ça ne consomme que très peu. Ça consomme beaucoup moins que ce que ça devrait consommer normalement dans la même période. Et malheureusement, Disney a appris que le Disneyland de Hong Kong vient de refermer ses portes parce qu'à Hong Kong, pareil, ça commence à remonter. Donc voilà, c'est très difficile aujourd'hui de savoir si cette situation de Covid, deuxième vague, alors, beaucoup de gens n'osent pas ou n'aiment pas utiliser ce terme de deuxième vague. Est-ce que, en effet, il y a une deuxième vague d'épidémie, c'est-à-dire qu'il y a une montée, une croissance de cas de contamination. Pour l'instant, les morts, les décès restent relativement bas, pour l'instant, hein, parce que il y a quand même des traitements qui existent pour éviter la casse. Je dirais même qu'à la limite, le nombre de morts correspond peut-être certainement proportionnellement au nombre de gens avec des pathologies fragiles, des pathologies sensibles et qui malheureusement décèdent parce que, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, les gens ne se soignent pas ou ne vont pas avoir des médecins en temps et en heure. Alors, en plus, avec le conflit aujourd'hui de brevets, de monopole, de marché pharmaceutique entre Gilead et son remdesivir et l'hydroxychloroquine qu'on essaie d'interdire, qu'on essaie de foutre à la poubelle pour promouvoir le remdesivir. Alors vous ajoutez à cela les problèmes économiques et vous ajoutez à cela les conflits multiethniques, raciaux, idéologiques et dessus l'élection présidentielle au mois de novembre. L'élection américaine, avec toutes les manipulations, les propagandes,
comment dire, les stratégies mises en place pour essayer de mettre tout sur le compte de Donald Trump, donc cette affaire-là de pédophilie qui va peut-être remonter à la surface, comme ça avait été le cas d'ailleurs en 2016 avec Hillary Clinton, où on a essayé plus ou moins de mettre les Clinton dans le lot, que peut-être Bill Clinton avait été sur la fameuse ligne d'Epstein, et que même après, quand il y a eu la perquisition dans le manoir, enfin pas le manoir, mais dans la demeure new-yorkaise de Epstein, on a trouvé des tableaux assez croquants, enfin pas croquants, mais particuliers, on va dire, qui démontrent bien qu'il y a quand même bien des liens qui existent, même si on essaie un petit peu de tasser, hein. Alors je ne veux pas faire référence à l'affaire du Pizzagate, parce que Pizzagate, c'est quelque chose qui a été un petit peu monté en mayonnaise, mais on n'a jamais vraiment trouvé de preuves flagrantes, etc. Mais encore une fois de plus, parce que les enquêtes diligentées ont été contrôlées, ont été mises sous cloche pour éviter que ces enquêtes aillent dans des secteurs, dans des zones qu'il ne faut pas aller. Encore une fois de plus, hein. C'est toujours facile de dire mais attendez, il y a une enquête, le rapport d'enquête le voici. Oui, sauf que quand on lit le rapport d'enquête, en général, on se dit mais pourquoi ils n'ont pas fait ci? Pourquoi ils n'ont pas fait d'investigation sur ça? Pourquoi ils n'ont pas été inspecter telle chose, tel secteur, ou tel dossier, ou telle branche, ou telle voie à exploiter, etc. Pourquoi il n'y a pas eu telle perquisition dans tel endroit, etc. Je vous dis, il y a des manques cruels dans ces rapports qui démontrent bien qu'on fait une enquête parce que ça permet de calmer un peu l'opinion en disant ouais, il y a une enquête, le rapport dit que, machin, etc. Donc voilà, terminé. Alors qu'en réalité non, parce que on sait, hein, 99% des gens lisent des gros titres, hein, mais lisent pas le contenu des rapports et vont jamais voir les contenus des rapports pour se rendre compte que il y a des trucs qui collent pas, quoi, il y a des trucs qui vont pas. Donc voilà, je pense qu'on s'embarque progressivement vers le mois d'août qui va être assez peut-être mouvementé encore en d'autres événements jusqu'au mois de novembre, parce que évidemment l'élection américaine va être très importante et va avoir énormément de conséquences sur certaines décisions, sur certaines stratégies à l'échelle internationale, que ce soit de la part des mondialistes, que ce soit de la part de l'économie mondiale, que ce soit de la part de la finance plus particulièrement, qui déjà commence un petit peu à remuer la queue parce que il y a des banques là qui sont vraiment, mais vous voyez, si on devait représenter un petit peu la situation des banques aujourd'hui comme un centre de contrôle d'une centrale nucléaire, eh bien là on serait presque Tchernobyl. C'est-à-dire que là vous avez des voyants qui sont en train de s'allumer partout, etc. Et le réacteur est en train de chauffer. Sauf que les mecs qui sont aux commandes, il y en a certains qui se doutent que là, il y a un truc qui est en train de se préparer qui va leur péter la gueule, comme il y en a d'autres qui essaient de se convaincre que non, on va maîtriser la situation, parce qu'on a nos leviers, parce qu'on a nos contrôles, parce qu'on a nos influences sur les systèmes, sur les États, etc. Sauf que là, ça commence un petit peu à partir un petit peu partout, et vous avez commencé à avoir des peuples qui commencent un petit peu à se poser des questions, à ne plus être d'accord avec l'orientation de certains événements. Le Black Lives Matter aux États-Unis, je rappelle qu'il y a à peu près les 2/3 des Afro-Américains aujourd'hui qui ne sont plus du tout d'accord avec le mouvement BLM, essentiellement des Afro-Américains qui sont déjà un petit peu plus matures, hein, c'est des gens qui ont un peu plus de 30 ans, 35 ans, hein, mais les jeunes, par contre, évidemment, hein, le système éducatif, voilà, enfin, vous pas revenir sur la question, parce que sinon ça risquerait de faire une vidéo de 3 heures. Donc voilà, suivez bien un petit peu cet événement. Donc je vous rappelle, hein, l'affaire Wayfair, qui pour l'instant reste dans l'ombre des lanceurs d'alerte du net, qui évidemment n'est pas exposé au grand public. Et puis on verra bien un petit peu à l'avenir comment ça va tourner, mais je vous dis, hein, c'est quelque chose qui est certainement fait exprès pour trouver une contrebalance par rapport aux attaques qui sont faites aujourd'hui par les milieux progressistes contre Donald Trump. Et puis pour nous, écoutez, protégez-vous bien, soyez attentifs, faites attention, ne vous laissez pas mener par le bout du nez, par l'émotionnel, comme j'ai pu le voir lors du 14 juillet, là, où, avec le drapeau, le grand drapeau qu'on tire, etc. Si vous revoyez les images, moi franchement je vous le dis, c'est pathétique d'instrumentalisation, de manipulation, puis en plus de ça avec un orchestre mais qui est effroyable,
qui joue mal. Voilà, cette scène-là du drapeau qu'on voit sur la place de la Concorde, je vous dis franchement, c'est à l'image aujourd'hui de l'état de la France. C'est-à-dire divisé en réalité, c'est-à-dire que l'intention est là, ok, de vouloir rendre hommage à des services hospitaliers, etc. Mais en réel, il y a une récupération politique, une récupération idéologique évidente qui fait que ça a mauvais goût. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu entaché, puisqu'il y en a qui ont trouvé l'idée géniale de lancer des ballons avec un gros panneau mettant en question la gestion de Macron vis-à-vis des services de santé. Et d'ailleurs, peut-être que c'est une idée intéressante à exploiter, c'est-à-dire de balancer lors d'événements des ballons gonflés à l'hélium, je crois que c'est de l'hélium, hein, qui permet d'envoler et d'accrocher une pancarte suffisamment grande avec un slogan dessus. Vous pouvez lâcher ça de n'importe quel endroit, suivant des vents, ou trucs comme ça, et après, voilà, ça se balade, et ça peut mettre la pression. Hein, je trouve que l'idée est intéressante, l'idée est exploitée. Et attention, si je dis ça, peut-être que YouTube va considérer que je suis en train de faire du prosélytisme à la révolte et à l'émeute. Soyez prudents, couvrez-vous bien, et d'ici là, portez-vous bien.